bienvenue à cette conférence. Et aujourd'hui, on va parler de l'économie sociale, et les coopératives et le travail de plateforme au Québec. Alors, avant de retarder le processus, je vais passer la parole à la première présentation. Donc, ça serait fait par Jason Prince. Donc, Jason Prince, il est spécialiste de longue date de l'économie sociale, donc sur le terrain à la fois dans le milieu universitaire. Donc, pour l'instant, elle travaille au PME Montréal et aussi elle enseigne l'économie sociale à l'Université Concordia. Donc, elle a parlé de l'introduction générale de l'économie sociale et la coopérative au Québec. Joe qui m'avait demandé d'axer la présentation sur deux questions. Est-ce que c'est possible que l'économie sociale est une approche alternative contre le capitalisme dans cette époque? Ou est-ce que l'économie sociale est plutôt complémentaire et joue le rôle de remplir les trous dans le capitalisme, state failure and market failure? On va essayer de répondre à ces questions à travers la présentation. Alors, on situe l'économie sociale, on connaît très bien le secteur public, gouvernemental, on connaît le privé, on parle depuis toujours d'un troisième secteur et l'économie sociale se situe dans le troisième secteur. On sait très bien que le public est en décroissance et le privé prend de plus en plus de place dans ces secteurs. Alors, ces secteurs commencent bien qu'il y ait un pot tournante, la plaque tournante entre les joueurs dans les deux zones, les deux se rapprochent. Les principes de l'économie sociale au Québec étaient encadrés dans une loi cadre qui était adoptée à mémoire, là, c'était 2013, à l'unanimité dans l'Assemblée nationale au Québec. On dit que l'économie sociale, il y a toujours la vente de biens et services, et c'est une approche entrepreneuriale. Il est autonome de l'État, c'est crucial. Il y a une gouvernance complexe, ça veut dire qu'il y a multiples parties prenantes dans la prise de décision et dans la structure de gouvernance. Et donc, idéalement aussi, la propriété soi-même est amplifiée. Et c'est hautement réseauté avec partenariat, ancrage, on dit, dans les milieux servis. Il y a un paradoxe parce que ce qu'on dit là, c'est que ce qui est fondamentalement social dans l'économie sociale, c'est le capital. Et si vous voulez aborder ça en détail, on peut aller. Mais en effet, ce que nous sommes en train d'essayer de bâtir à travers dans le Québec, c'est comme de l'huile et du vinaigre, ils ne mélangent pas. À PME Montréal, on fait l'économie sociale à côté du privé. On a notre propre monde, puis on encourage le réseautage dans notre milieu et pas avec le privé. Et c'est très sérieux. On prend ça de sérieux. Et on avance et on avance. Mon PowerPoint est installé. Ah. Alors, juste 80% de l'économie sociale à Montréal est dans le sans but lucratif, partie 3 de la loi sur les compagnies, et les coops sont à 20%. On exclut pour le moment le mouvement Desjardins, le mouvement Desjardins, les case pop, credit unions. Mais ce qui reste, c'est à peu près 80% une entreprise sans but lucratif ou à but non lucratif. Alors, il y a quelques distinctions à faire. Ils sont gérés par deux lois distinctes. La loi sur les coops, peut-être on peut distinguer qu'on a un mécanisme pour investir dans les coops, les parts privilégiées. Et depuis quelques années, on travaille avec une approche pour capitaliser les OBNL par les communautés de soutien, on dit, une obligation communautaire. Les coops sont plutôt plus entreprises
On parle de surplus et distribution de surplus, bien que dans l'approche OBNL, le but social est beaucoup plus clair. Mais dans les deux cas, à la dissolution, si le coop tombe, ce qui reste dans le mouvement coop, selon la loi au Québec. Et en économie sociale également, s'il y a quelque chose qui reste à la dissolution, ça reste dans l'économie sociale. Ça, c'est crucial. OK. Alors, quelle grandeur l'économie sociale au Québec? On dit que c'est à peu près, mais en général, en Europe, on parle de quelques chiffres ici, là, à peu près 6,3% des emplois en Europe, 2,8 millions d'entités, entreprises et 83 volontaires, selon une étude en 2017. Et au Québec, c'est à peu près 5% des emplois au Québec, 17 milliards en revenus annuels et 7 000 entreprises et quelques indices sur la population. Alors, c'est à peu près 3,45 millions qui sont employés au Québec. À Montréal, c'est un peu plus large, c'est 7% des emplois, 2 milliards si on exclut le secteur financier parce que ça mélange un peu. Alors, c'est à peu près, c'est un grand nombre, c'est 7% des emplois. OK. On distingue le vieux économie sociale de la deuxième vague. Les vieux, ça commence en 1900, peut-être avec la première caisse Desjardins. Le premier coop à travers le monde, c'est peut-être Rochdale en 1844 en Angleterre, suivi tout de suite en France par d'autres. Et au Québec, 1900, le premier coop de Caisse Desjardins. Et le vague au Québec, le mouvement Desjardins est très large. 6 millions de membres, de 8 millions de personnes, 9 millions de personnes. Là, c'est tout le monde francophone a un compte dans le mouvement Desjardins. On a aussi coop en production de lait, forestier, pêcherie et encore d'autres. Alors, c'est le vieux. À partir d'un moment magique, en 1997, on a commencé le deuxième vague. Chantier de l'économie sociale, toute l'histoire est décrite ailleurs, on ne va pas aller dans les détails, mais à partir de ce moment-là, on parle d'une économie sociale qui inclut les coops et les OBNL en mode entrepreneurial. Et la plupart des projets dans les premières 10 années étaient à côté de l'État. L'État démuni, alors on a pris beaucoup d'exemples en économie sociale des secteurs antérieurement étatiques. Les CPE, soutien pour les aînés au domicile et les repas chauds dans les écoles, par exemple. Mais depuis les 10 dernières années, on a de plus en plus, on prend de place là du privé. On a des aménagements à grande échelle. Il y a un consortium des habitations sans but lucratif qui propose de développer 5 000 unités de logement à Montréal dans les prochaines années. On a un consortium des OBNL et coop en aménagement qui vont faire des contrats pour faire concurrencer le privé. On a des ingénieurs, des avocats, des architectes, des services conseils en mode OBNL ou coop et encore plus. Alors, comment financer l'économie sociale? On a les sources principales. Instigateurs, plutôt le gouvernement avec les subventions, mais on a beaucoup de philanthropie qui jouent dans le développement au démarrage. Et on a un large nombre, une gamme de prêteurs dans l'économie sociale. L'écosystème financier, on dit, et si vous avez des questions à ce sujet, on peut parler dans l'échange par la suite. On évoque aussi la communauté de soutien. On avait le sociofinancement qui a commencé à jouer un rôle important comme mise de fonds au démarrage. Et maintenant, on a l'obligation communautaire pour les OBNL. C'est un nouveau outil de financement, mais il y a peut-être une dizaine d'outils financiers distincts dans l'économie sociale qui sont utilisés. On parle d'une échelle. On commence avec une petite subvention, puis il y a plusieurs prêts, il y a
pour les projets spéciaux, il y a des financements particuliers. Il y a des financements pour acheter des immeubles. Il y a beaucoup d'outils maintenant. La question est comment on peut financer la croissance. Et c'est là, juste pour montrer quelques moments clés là, on ne va pas lire le document, mais on voit la courbe de croissance. À partir de 2000, il y a plusieurs joueurs dans l'économie sociale distincts. OK. Et le plus récent, c'est l'obligation communautaire peut-être. Non, ce n'est pas vrai parce que même il y a quelques mois, on a un nouveau fonds pour acheter des immeubles dans le communautaire. Et un outil pour acheter un immeuble, là, même avant un projet définitif est développé, pour sortir le bâtiment du marché privé et rapidement, dans une situation d'augmentation importante des prix des propriétés. Regarde, je vais terminer sur cette slide here. L'obligation communautaire va prendre de plus en plus d'ampleur et c'est définitivement une façon de démontrer qu'il y a une communauté de soutien autour d'un projet entrepreneurial parce que nous avons maintenant investi dans la chose et idéalement, on va permettre protéger un investissement avec une obligation communautaire par un REER. Ça veut dire qu'on peut cacher un peu de notre revenu non taxable et par la suite mettre cet argent-là dans une obligation, dans une émission d'obligation communautaire. Et ça, c'est à faire avec l'approbation étatique et aussi avec le mouvement des jardins ou autres prêteurs dans le marché. All right. Quelques présidents des obligations. On a plusieurs projets pilotes à travers le Québec et ça commence à prendre l'ampleur. La plus grande émission est actuellement en cours, 2 millions de dollars, et c'est pour acheter une centaine de bornes électriques à travers le Québec pour les voitures rechargeables en partenariat avec une épicerie, une chaîne d'épicerie privée. Les bornes sont en installation maintenant et ces centaines doublent le nombre de places pour recharger les batteries. Mais l'année prochaine, il y aura encore plus. Mais cette OBNL la positionne à prendre une place à travers le Canada dans le marché des bornes rechargeables. C'est tout. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci. Merci beaucoup pour la présentation succincte et claire. Alors, notre deuxième présentateur, c'est Olivier Raphaëlis d'Imbros, donc, qui est pour l'instant doctorant à l'Université Laval, donc en sociologie, et qui fait sa recherche sur l'économie de plateforme, surtout pour le coopératisme dans l'économie de plateforme. Et aussi, il est membre actif de Réseau Coop, donc il est en même temps sur le terrain. Donc, effectivement, je suis en première année de doctorat à l'Université Laval, mais ce que je présente ce soir, c'est les résultats d'une recherche que j'ai faite en mémoire de maîtrise, donc à l'UQAM, qui était dirigée par Sid, qui est avec nous et que je salue, et qui portait sur l'étude du cas de Eva, donc une plateforme coopérative concurrente d'Uber au Québec. Donc, je vais rapidement mettre en contexte l'objet de recherche puis la démarche et rentrer rapidement dans les principaux résultats, ce qui permettra en fait de faire un premier bilan des formes alternatives dans l'économie de plateforme au Québec. Donc, le coopérativisme de plateforme, c'est en fait un mouvement social international et un groupe des projets en fait entrepreneuriaux qui sont nés à l'intersection entre l'économie de plateforme et l'économie sociale. Donc, du côté de l'économie de plateforme, on va s'intéresser plus particulièrement au travail à la demande, donc les Uber, DoorDash, Foodora que vous connaissez bien. Dans ce secteur-là, on a une précarisation du travail qui est très largement documentée. Et ce qu'on constate, c'est que du côté de l'économie sociale, notamment des coopératives, il y a eu aussi des projets qui ont utilisé le même type de technologie numérique, donc les plateformes,
mais qui sont opérées avec des formes différentes. Et notamment, elles sont détenues démocratiquement par leurs membres, donc selon le principe un membre, un vote, et non pas comme dans les entreprises à capital action, une action, un vote. Donc c'est donc le lien d'usage entre les membres entre les membres et la coopérative qui détermine le contrôle et non pas le lien en capital, non pas le montant investi. Donc, au Québec spécifiquement, il y a 2 coopératives de plateformes qui sont nées dans les dernières années, Radish qui fait de la livraison de repas et Eva qui fait donc du transport de personnes et de la livraison de repas. Comme Jason l'a mentionné à l'instant, l'importance de l'économie sociale plafonne à 10% dans la plupart des pays, enfin dans les pays où elle est le mieux implantée. Donc, souvent, on parle de 10% du PIB ou 10% de l'emploi. Dans l'économie de plateforme, les coopératives sont encore plus minoritaires. Donc, c'est vraiment un modèle très, très marginal. Et donc, les questions que j'essaie d'adresser avec cette recherche, c'est est-ce qu'on devrait souhaiter le développement des plateformes coopératives? Est-ce qu'on devrait souhaiter qu'elles deviennent un modèle hégémonique? Et puis, si oui, comment il y a un micro qui peut couper. Merci. Et donc, si oui, comment est-ce qu'on peut les soutenir? Est-ce qu'il y a des freins structurels qui gênent son développement? Est-ce que des politiques publiques pourraient favoriser ces organisations? Donc, le but d'approcher les alternatives sous l'angle critique, c'est de pouvoir comprendre en fait dans quel contexte elles s'insèrent et comment on peut mieux aider les travailleurs et travailleuses à lutter pour leurs conditions de travail et de vie. Je ne vais pas décrire ce schéma, mais simplement pour illustrer dans la littérature sur le coopérativisme de plateforme, elle est principalement le fait de critiques de la prétendue économie du partage qui sont reconvertis en promoteurs du coopérativisme. Et en gros, ce qu'ils font ressortir, c'est qu'à chaque enjeu du capitalisme de plateforme, les vertus du coopérativisme apporteraient une solution. Donc en gros, le partage du pouvoir de décision et la valeur créée, et le partage du pouvoir de décision et de la valeur créée réglerait les 2 problèmes du modèle capitaliste, qui sont premièrement la surveillance algorithmique et l'extractivisme des données et de la valeur financière qui est créée. Donc, le modèle analytique pour l'étude du cas EVA, c'est justement de comprendre les facteurs exogènes qui influencent les dynamiques organisationnelles chez EVA, donc notamment l'intensité concurrentielle dans les secteurs où il y a des géants comme Uber ou Deliveroo, le modèle spécifique des plateformes, on y reviendra, le modèle coopératif qui a des spécificités en termes de capital et de gouvernance que Jason a mentionné, et puis l'écosystème financier des startups et des entreprises d'économie sociale. Tout ça donc va avoir un effet sur les dynamiques organisationnelles, qui vont ensuite vont venir contraindre le modèle d'affaires et donc avoir des effets sur les conditions de travail et d'emploi. Et finalement, ce qu'on veut mesurer, c'est est-ce que ce modèle coopératif permet de réduire la précarité et l'hétéronomie du travail. Donc, ce qu'on verra, c'est qu'il y a un lien en fait dialectique entre précarité et hétéronomie. Je passe rapidement là-dessus, on pourra y revenir, évidemment. Donc, premièrement, au niveau des dynamiques organisationnelles, Eva Coop, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative de solidarité qui a été créée en 2017 à Montréal et qui opère aujourd'hui dans 3 villes au Québec, qui a 4... En fait, la coopérative de solidarité, c'est une forme de coopérative qui va associer dans la gouvernance plusieurs types de membres. Donc, chez Eva, on a à la fois les clients, les passagers, les chauffeurs, les employés du siège et des membres de soutien. Donc, ces 4 types de membres vont se partager en fait le pouvoir décisionnel. La stratégie de développement, elle se base sur un principe de franchise sociale. Donc, on aurait une entité franchiseur qui va pouvoir offrir la technologie, en fait, la plateforme, à plusieurs franchises locales. Donc, le but d'Eva, c'est d'être présent dans plein de villes et plein de pays. Et puis, s'appuie aussi sur la technologie de blockchain qui permet
décentraliser et de mieux protéger les données. Mais ce qu'il faut dire aussi dès maintenant, c'est que EVA, c'est aussi une entité corporative, donc une Inc, on dit au Québec, ou une société par action, qui a été créée pour faciliter le financement et qui va avoir un effet assez important sur le modèle décisionnel. Donc, on va y revenir. Je vais d'abord lister les principaux éléments qui distinguent en fait Uber et Eva, puis ensuite on va détailler certains points en particulier. Donc d'abord le modèle d'affaires en fait et le processus de travail en tant que tel, il est très proche chez Eva et chez Uber. C'est un modèle d'affaires basé sur une commission prélevée sur le montant des courses. Par contre, quand on regarde le processus économique de circulation de la valeur, quand on regarde le mode de répartition du pouvoir décisionnel, là, c'est complètement différent. Chez Uber, on a une propriété qui appartient en fait aux apporteurs de capitaux, et ceux-ci peuvent s'approprier la valeur qui est produite, donc en fonction des montants investis, alors que chez Eva Coop, il y a plusieurs mécanismes qui font en sorte que les membres participent à la gouvernance et que la valeur créée ne peut que être partagée parmi les membres. Donc, il y a certains éléments de la loi sur les coopératives qui limitent en fait l'appropriation de la valeur créée. Un des éléments aussi fondamentaux qui est directement lié à ce mode de circulation de la valeur, c'est la capacité de financement qui n'a rien à voir en fait chez Eva et chez Uber. On sait qu'Uber a levé 25 milliards en capital risque avant d'être introduit en bourse, donc qui a permis l'introduction en bourse à générer encore 8 milliards additionnels, alors que Eva a levé seulement 2 millions, que ce soit en prêt, en subvention ou en investissement privé. Donc, c'est calculé tout à l'heure, c'est 16 000 fois moins, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ce qui engendre du coup une capacité de croissance qui est très différente. Uber s'est installé dans une nouvelle ville chaque 5 jours depuis 2010, alors que Eva, comme je le mentionnais, est en opération dans 3 villes. Et puis enfin, la stratégie de données, je l'ai un peu mentionné, chez Uber, les données sont extraites, centralisées et indirectement monétisées, en fait, sont valorisées, alors que chez Eva, elles vont être décentralisées et protégées et en aucun cas monétisées. Ce qui, par ailleurs, limite aussi le modèle d'affaires. Ensuite, si on regarde le plus en détail le modèle de gouvernance chez Eva Coop, donc là je suis vraiment dans l'entité coopérative, sachant, comme j'ai mentionné, il y a aussi l'entité corporative. Donc, dans l'entité coopérative, en fait, on a des assemblées communautaires par ville qui comprennent les membres conducteurs et passagers, donc les producteurs et les clients en fait, de chaque ville. Ces membres-là sont invités aux assemblées communautaires locales, vont élire ensuite des délégués pour chaque catégorie qui vont se retrouver à l'Assemblée générale d'Eva Coop. Et cette assemblée, en fait, ces délégués vont nommer ensuite les membres du conseil d'administration. Et donc, ce qu'on peut voir très schématiquement, là, sans rentrer dans le détail, c'est que finalement, dans le conseil d'administration, on va avoir un siège sur les 5 qui va être attribué aux chauffeurs. Et donc, ils vont être largement minoritaires dans le conseil d'administration. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a 2 administrateurs qui sont des représentants des employés du siège, donc très liés avec les fondateurs, et puis un représentant des clients et un représentant des membres de soutien. Tout ça pour dire qu'il y a une gouvernance en place qui donne une voix aux chauffeurs, avec plusieurs pistes d'autonomisation qui sont intéressantes. Le paramétrage de l'application qui est possible localement, une proximité, une transparence des équipes support et du siège. Les chauffeurs ont facilement accès même aux développeurs et aux fondateurs, et une répartition des excédents financiers entre les membres, le jour où ça arrive, ce qui est pas d'actualité. Donc tous ces éléments qui donnent un meilleur contrôle des moyens et des fins du travail aux chauffeurs. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette gouvernance, comme elle est fondée sur ce modèle de démocratie représentative et non directe, les chauffeurs vont être minoritaires finalement à tous les niveaux décisionnels. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont les fondateurs qui jouent dans les faits le rôle d'arbitre entre les intérêts des différents types de membres.
Donc, dans la structuration de l'organisation, il y a une asymétrie de rapport de force qui est défavorable aux chauffeurs. Et donc ça, on le constate à la fois au sein de la coopérative, mais aussi quand on regarde le lien avec l'entité corporative, puisque comme je le disais, en fait, il y a une corporation qui a été créée. En fait, à la base, il y avait une fondation EVA qui visait à attirer des fonds de la philanthropie et des dons privés, qui n'a pas réussi à attirer des capitaux. Et donc, a été créée une corporation qui vise, elle, à attirer des capitaux, puisqu'elle peut, les fondateurs peuvent promettre un retour sur investissement, puisqu'on parle d'une Inc., donc, dont la valeur des actions peut augmenter. Et donc, évidemment, le pouvoir, l'autonomie décisionnelle des coopératives risque d'être significativement réduite parce que c'est la corporation qui détient le code, donc la plateforme, l'application en tant que telle, qui est finalement l'outil de travail des chauffeurs, et la marque. Et donc, la corporation loue le code et la marque aux entités coopératives en échange d'un pourcentage des courses, des montants des courses. Donc, il va y avoir potentiellement des rapports de force entre ces types d'entités, puisque le lien est un lien commercial, donc qui est sujet à négociation. Au niveau des dynamiques de travail, le point finalement le plus crucial, c'est que le statut d'emploi, qui est un critère majeur, principalement visé par les critiques du capitalisme de plateforme, c'est le fameux statut de travailleur autonome ou d'auto-entrepreneur ou de travailleur indépendant. Là, ce qu'on constate, c'est que EVA a choisi le même type de statut pour ses chauffeurs, ce qui les maintient donc, en tout cas à ce niveau-là, dans la même précarité. Après, ce dont on entend souvent parler, c'est que le niveau de rémunération est plus intéressant pour les chauffeurs EVA, puisqu'il y a une commission prélevée par la plateforme qui est plus faible chez EVA que chez Uber. Un autre élément qui est différencié, c'est que EVA ne pratique pas le pricing dynamique. Je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est quand, si vous prenez un Uber le vendredi soir à 20h, vous allez avoir un multiplicateur du tarif qui permet, excusez-moi, à la fois ce qui va augmenter le revenu des chauffeurs pendant les périodes de fort achalandage, mais qui aussi les pousse finalement à adapter leurs horaires aux besoins du marché, donc ce qui rend un peu moins autonome à ce niveau-là. Au niveau de la surveillance algorithmique, on constate qu'elle est beaucoup moins stricte chez EVA. Il n'y a pas de mécanisme de déconnexion automatique. Et comme je le mentionnais très rapidement tout à l'heure, les paramètres de l'application peuvent être adaptés localement dans les assemblées chez EVA, contrairement évidemment à Uber. Simplement pour illustrer l'effet de réseau, ici on voit que au même point de commande, on a et au même moment 5 fois plus de chauffeurs qui sont disponibles chez Uber par rapport à chez EVA. Ça illustre bien l'enjeu de la croissance et notamment l'effet réseau que les entreprises cherchent à atteindre dans l'économie de plateforme. Et évidemment, les enjeux de financement que j'ai mentionnés plus tôt ont à voir avec cette difficulté pour EVA à faire croître sa base de chauffeurs et de clients suffisamment rapidement, ce qui fait perdre de la valeur en fait au service rendu, puisque l'effet de réseau fait en sorte que plus on a de chauffeurs et plus on a de passagers, plus on a un nombre de transactions qui est important et plus la qualité et la valeur de chaque transaction est importante. Donc, évidemment, ça consomme énormément de ressources financières d'atteindre cette taille critique. On sait que Uber achète ses clients dans les premiers mois d'implantation dans chaque ville en parrainant les nouveaux clients. Et puis, Uber va aussi mieux payer ses chauffeurs au début d'une implantation, ce qui fait que Uber vend ses courses à perte pendant plusieurs mois pour préempter les marchés, ce que ne peut pas se permettre EVA Coop, évidemment. Je vais passer rapidement là-dessus, mais simplement pour illustrer le fait qu'il y a souvent,
on présente la rémunération comme plus favorable chez Eva que chez Uber. En réalité, c'est beaucoup plus complexe à trancher que ça, puisque la rémunération dépend de nombreux facteurs. Pour aller très vite, si on décortique ces éléments, on a parlé du taux de commission, qui est plus favorable effectivement aux chauffeurs Eva. Par contre, pour le reste, c'est plutôt les autres déterminants sont plutôt en faveur des chauffeurs Uber, donc notamment du fait justement de l'effet réseau, qui fait en sorte qu'ils vont avoir plus de courses, qu'ils vont avoir moins de temps d'attente, qu'ils vont avoir des distances en fait d'approche des clients qui vont être plus faibles, puisque le réseau des clients est plus dense. Donc finalement, la rémunération, comme pour d'autres éléments, en fait, les enjeux de financement de Eva ralentissent sa croissance et donc vont dégrader les conditions de travail des travailleurs. Encore un mot sur les modes de tarification en fait, et qui ont un lien aussi avec la rémunération. C'est un élément qui est très peu discuté dans toutes les recherches finalement critiques, c'est la définition du périmètre de ce qui est reconnu comme du travail. Finalement, pour essayer de tirer un bilan de ces éléments, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce mouvement-là, le coopérativisme de plateforme, est-ce que c'est une distraction ou est-ce que ça a vraiment un potentiel émancipateur? Donc, en tout cas, ce que le cas Eva semble suggérer comme résultat, c'est qu'il y a des améliorations à la marge au niveau de la précarité, mais globalement, une reconduction en fait, de la convention capitaliste de la valeur et de la conception néolibérale du travail. Au niveau de l'autonomie, on a effectivement des pistes d'amélioration qui sont assez intéressantes, mais qui sont réduites par l'hybridité du modèle. Donc finalement, on peut se demander si les limites structurelles en fait, sont insurmontables pour ces coopératives face à un pouvoir de marché en fait, qui est démesuré, le pouvoir de marché du capital risque qui est démesuré, parce qu'en étant capable de mobiliser des fonds comme le fait le capital risque, ils sont capables de préempter les marchés et d'imposer les normes finalement de relations du travail et de conditions de travail. Donc, en tout cas, sans avoir une instrumentalisation de l'économie sociale par les pouvoirs publics, sans avoir un soutien quelque part, une politisation du mouvement coopératif et un lien entre politique publique et secteur coopératif, on a du mal à imaginer une potentielle transformation de secteur économique au complet par ces modèles-là. Moi, j'ai une drôle de question pour Olivier. Olivier, as-tu sorti ta calculatrice? Si Uber a 24 plus 8 de milliards, là, divisé par le nombre de villes qu'il sert, chaque ville est théorique un actif de combien là, pour jouer? Bonne question. Je sors la calculette. Je n'ai pas le nombre de villes en tête, mais j'ai le nombre de pays. Alors, ça serait intéressant de calculer, juste pour savoir c'est à quel, théoriquement, là, c'est à quelle heure d'échelle un concurrent là, comme Eva, c'est quoi how big is their war chest going to have to be? Si on est dans un marché, entre guillemets, un marché libre. Mais je suis d'accord avec toi, la conclusion est concluante pour moi. Sans un soutien là, par la politique publique, là, c'est très difficile à mener un succès. Là. Ouais, je suis en train de faire le calcul en arrière, mais oui, j'ai vu que tu as une question. Ouais. Tu as une question. Allez, n'hésite pas à poser une question là. Oui, merci beaucoup pour vos deux présentations qui finalement se complètent très bien là, parce que Jason, tu as bien mis en place le contexte et si j'ose dire, le rapport de force entre l'économie sociale et d'une part l'économie sociale
et l'économie sociale et solidaire, depuis le chantier de l'économie sociale dont tu as parlé, d'une part, et d'autre part, l'économie capitaliste. Et l'illustration que vient de faire Olivier est très, très significative de ce déséquilibre entre les deux. Moi, j'aurais aimé peut-être, Olivier, c'est peut-être juste que tu nous précises un peu plus, tu nous donnes peut-être deux ou trois précisions de plus, dont je sais que tu as la maîtrise, et notamment concernant ce que tu as appelé le lien dialectique entre hétéronomie du travail et précarité, qui finalement, ce lien-là ne change pas beaucoup, que ce soit autant dans le contexte de l'économie capitaliste ou ce qu'on appelle plus précisément le capitalisme de plateforme, ou dans le contexte de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire dans le cas d'Eva. Donc là, on a le même déséquilibre entre travail et capital. C'est-à-dire que bon, la précarité pour des chauffeurs, en fait, elle est fondamentalement identique, à part peut-être quelques différences au niveau de la rémunération. Donc j'aurais aimé peut-être que tu nous dises un peu plus, peut-être de commenter un peu ce lien dialectique entre hétéronomie du travail et précarité, d'une part, et d'autre part aussi, j'aimerais juste un petit mot sur, sur un point très important que tu as souligné, qui est la symétrie entre l'usage stratégique et capitalistique des données que peut faire Uber, à côté d'une industrie qui est peu lucrative pour elle, pour Uber, l'industrie de taxi, d'une part, et d'autre part, Eva, qui, elle, n'utilise pas le contrôle statistique le contrôle stratégique des données. C'est-à-dire que Eva n'a rien à voir avec Uber, Uber, par exemple, monnaie le contrôle de ces données statistiques. Rabbi Jamil peut nous en parler tout à l'heure, avec des États pour proposer des politiques de transport public, etc. Bon, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, sur cette. Ce serait intéressant de savoir si est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, Eva n'a pas atteint une certaine maturité économique au point d'avoir un contrôle stratégique des données statistiques, ou alors est-ce que c'est vraiment dû à la différence qu'il y a entre le modèle coopérativiste et le modèle capitaliste? Voilà, je m'arrêterai là. Oui, merci. Je vais répondre à la question de Jason, puis à tes questions aussi. Je vois dans le chat que Chalky nous demande si on peut faire 2 minutes de pause. Alors, je propose de répondre peut-être à ces 2 questions maintenant, puis de faire une petite pause, et on reprend après. OK. Donc, alors Jason, pour répondre à ta question, qui est une bonne question, si, Uber étant présent dans, de mémoire, 65 pays, ça ferait des fonds de développement de 500 millions par pays. Si, à peu près, on va comparer avec 500 millions à comparer avec 2 millions pour Eva au Québec. Donc, 250 fois plus du côté de... C'est clair que c'est plus complexe que ça parce que on va devoir regarder les dynamiques financières à l'intérieur de la machine, mais ordre de grandeur comme ça, c'est ça. Alors, oui, pour répondre à ta question aussi entre précarité et autonomie, c'est qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que la précarité, pour l'instant, chez Eva, elle est la même que chez Uber, voire légèrement pire, parce qu'il y a moins de travail. Par contre, ce qu'on aurait pu s'attendre, c'est qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossit et que Eva arrive, si elle arrive, à atteindre une taille critique, que finalement les moyens financiers dégagés par un modèle d'affaires qui devient un peu plus rentable pourraient permettre d'offrir des meilleures conditions de travail. Mais donc, pour ça demanderait que les chauffeurs puissent négocier en fait une meilleure rémunération, puissent négocier éventuellement de changer de statut d'emploi, puissent finalement et un rapport de force dans la gouvernance qui leur permette de mettre en place des changements majeurs. Et ça, si on regarde simplement à l'intérieur de la coopérative,
probablement, ça semble compliqué quand on a un siège au conseil d'administration, quand on représente un type de membre à l'Assemblée générale versus 3 autres. Donc, est-ce qu'ils arriveraient à imposer un tel changement rien qu'au sein de la coopérative? Ça semble délicat. Et en plus, ce discours-là sur le statut d'emploi n'est pas du tout amené. En fait, on aurait pu penser aussi qu'il aurait été amené par les fondateurs eux-mêmes, comme c'est le cas dans d'autres coopératives de plateforme. Mais là, pas du tout. Donc, il n'y a pas vraiment de conscientisation qui est faite là-dessus. Donc, si on rajoute à ça le fait que il y a une autre entité qui a le gros bout du bâton, enfin l'entité corporative qui détient l'outil de travail. Alors, si les chauffeurs au sein de la coopérative arrivent à imposer un rapport de force et à vouloir transformer leurs conditions de travail, mais que la corporation bloque parce que ça serait contraire à ses intérêts financiers, puisqu'elle va répondre finalement aux exigences de rendement des apporteurs de capitaux, mais dans ce cas-là, ça fait une double contrainte. Donc c'est pour ça l'autonomie de la coopérative aurait pu permettre peut-être de réduire la précarité, mais cette autonomie est réduite par le modèle organisationnel un peu spécifique. Mais comme puis ça c'est le cas EVA, mais il y a d'autres plateformes coopératives qui sont organisées sous forme de coopératives de travail. Donc là, c'est uniquement les travailleurs qui détiennent, et donc là, qui ont beaucoup plus de pouvoir de décision. Et il y a aussi même des coopératives de solidarité, donc Radish, qui est aussi au Québec, qui fait la livraison de repas, qui a plusieurs types de membres, mais qui a choisi le statut de salarié pour ses livreurs. Et dont visiblement, le modèle d'affaires est viable. Donc, il est quand même possible dans d'autres cas, d'améliorer les conditions de travail. Et puis, tu m'as posé une autre question qui est sur les données. Et ben, en fait, a priori de ce que j'ai vu, la technologie même rend accessibles les données aux villes. Donc, les données qui sont captées par la plateforme sont anonymisées, donc ce ne sont pas les données personnelles, évidemment, qu'on peut consulter, mais les villes et même, si j'ai bien compris, des particuliers pourraient accéder à ces données anonymisées, donc pourraient aussi avoir des informations sur le trafic, sur la circulation dans les villes où EVA opère. Donc à ce titre-là, EVA peut aussi offrir ces données comme le fait Uber à certaines villes comme monnaie d'échange. Par contre, EVA ne pourrait pas monétiser des données dans le sens où elle capterait des données personnelles puis permettrait d'en tirer des prédictions sur des comportements, des préférences, des comportements qui pourraient être utilisables par des publicitaires, par exemple, contrairement à Uber. Mais si ma compréhension est bonne, peut-être Rabi, tu pourras nous dire, mais dans ma compréhension, Uber ne monétise pas ces données, c'est-à-dire je crois qu'elle ne vend pas les données personnelles, mais elle s'en sert par contre comme monnaie d'échange avec les villes, et Uber comment dire, jusqu'à maintenant, ouais. Jusqu'à maintenant. Et s'en sert pour ses projets de développement de voitures autonomes, etc. Donc pour des relais de croissance après. Oui, mais le contrôle stratégique, je pense que si dont on parle, c'est le contrôle stratégique à l'intérieur de l'organisation pour la rationalisation de la production, l'organisation du travail, mais encore le contrôle stratégique, l'utilisation stratégique de ces données au niveau public qui commence à s'apparaître, au niveau des politiques de trafic et de mobilité. Mais encore, c'est pas assez avancé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I'm Byung Lee from Jungang University. Nice to see all of them through this Zoom seminar. Now I'm asking my question in Korean language. 그러면 우선은 제이슨 교수님하고 올리비에 선생님의 발표 아주 재밌게 듣고 감사하다는 말씀을 우선 드립니다. 그리고 각각 두 분께 좀 짧은 질문들을 좀 드릴게요. 예, 그리고 한국 사항을 아마 이제 캐나다 분들한테 제가 좀 들으면서 확인하다 보니까 크게 지금 퀘벡이나 좀 캐나다에 비해서는 우리 사회적 경제가 매우 좀 저조하고 아직 좀 낮은 수준인 걸 확인하게 되는데요. 기업 수는 숫자가 좀 차이가 있긴 한데
그 한국의 협동조합, 사회적 기업 등등이 한 11만 개, 그리고 종사자는 19만 몇천 돼서 0.4%밖에 안 되는 그런 하나의 좀 아직 좀 이 사회적 경제가 좀 덜 성숙되어 있는 그런 상황을 말씀을 드리게 됩니다. Donc, je suis professeur à l'Université de Juin et d'abord, comparativement au Québec, l'économie sociale, la taille de l'économie sociale en Corée est beaucoup plus limitée et moins maturée parce que cela représente juste 0,4% de l'économie, l'ensemble de l'économie. Et aussi, donc, je vais poser une petite question à chacun de vous deux présentateurs. 첫 번째 이제 제이슨 선생님께 두 가지 질문을 드리는 셈인데요. 하나는 그 한국의 좀 낮은 비중의 사회적 경제가 있긴 해도 오랜 역사로 그 농업 협동조합이나 수산 등등의 협동조합이 있긴 한데 그런 협동조합이 지금은 이제 그 퍼블릭에서 지원을 받아서 성장을 했지만은 퍼블릭에 의해서 이제 국가에 의해서 거의 이제 포획당한 그런 좀 우리가 얘기하는 진정한 의미의 사회적 경제가 아닌 형태로 좀 변질된 경우가 있는데 무엇보다도 그런 이제 일반 국민이나 시민 그리고 이 사회적 경제에 관심 있는 주체들이 발런티어 자발적으로 참여하는 형태의 사회적 경제가 좀 활성화될 필요가 있다는 문제의식을 한국에서 여러분들이 가지는 것 같아요. 그런 점에 비추어서 지금 여기 퀘벡, 몬트리올 등이 이런 사회적 경제는 퍼블릭 섹터에서 지원을 받는다 하더라도 퍼블릭으로부터 좀 자유로운 그런 하나의 자율성을 잘 담보하고 그런 하나의 좀 시민 참여 내지는 민주적인 그런 원리가 제대로 좀 발현되고 있는지가 좀 궁금하고요. 두 번째 연결되는 거는 앞서 한국은 이 참여하는 엠플로이 수가 0.4%밖에 안 된다 하는데 그게 지금 한국의 법이라든가 여러 정부 정책으로 좀 지원을 받고 있긴 하지만은 이 더 많은 시민들, 더 많은 이제 사람들이 관심을 갖고 더 이런 경제를 키우는 것이 어떤 성공의 가장 중요한 조건이라고 판단되는데 그런 점에서 퀘벡이나 캐나다가 좀 이제까지 그런 하나의 좀 토대를 확장을 할 수 있었던 중요한 계기나 조건이 됐던 것이 무엇인지가 좀 궁금합니다. 제이슨 교수님한테 우선 이 질문을 드리죠. Oui, donc j'ai d'abord deux questions à Jason. La première, donc d'abord en Corée, donc malgré la petite taille de l'économie sociale, donc on a une tradition de développement de l'économie sociale, surtout dans une forme de coopérative avec une subvention de l'État, donc surtout dans le secteur agricole et la pêcherie. Mais en plus de subventions publiques, donc il existe une intervention et contrôle présente de l'État dans ce secteur-là. Donc, mais selon votre présentation, donc les coopératives et l'économie sociale québécois et canadiens, même avec la subvention publique, gardent une certaine autonomie par rapport à l'État. Donc, dans ce cas, il y a certaines stratégies spécifiques et conditions qui favorisent une telle autonomie. Et le deuxième, c'est donc malgré la petite taille de l'économie sociale, donc est-ce qu'il y avait donc surtout en ce qui concerne la politique publique, donc est-ce qu'il y avait certaines conditions qui favorisent vraiment un développement de l'économie sociale au Québec? Donc, s'il y a des éléments spécifiques dans ce sens. 예, 두 번째는 올리비에 선생의 그 에바 사례를 잘 들었고요. 사실 에바 사례는 제가 그 연총과 사회연대 기금 운동하시는 분들하고 함께 에바 쪽하고 별도로 세미나를 하면서 좀 사례 공부를 좀 한 바가 있긴 한데요. 무엇보다도 좀 굉장히 신선하고 그리고 사회적 경제를 지금 플랫폼 경제랑 연계해서 굉장히 좀 혁신적으로 좀 시도하고 있다는 그런 인상을 받긴 하는데 문제는 과연 이제 우버와 같이 한국에서는 또 한국의 토종의 거대 플랫폼 기업들이 지금 아주 급성장하고 있는데 그런 기업하고 과연 이런 에바와 같은 그런 소위 사회적 이제 기업 협동조합 같은 것이 서바이브가 가능한지
특히 이 플랫폼의 네트워크 효과라는 게 거기에 이용자들이 단시간 또 이용의 그 편의성을 등으로 확보가 되면서 그런 이제 이용이 확대되고 그것의 수익 창출이 되고 유지가 되는 건데 그런 네트워크에 아무래도 그 기존 이제 캐피탈 기업들하고 플랫폼 기업들하고 대응하기가 굉장히 좀 제한되면서 과연 에바 모델이 소위 서스테너블가 얼마나 될 수 있을지 지속 가능한지 그런 점이 이제 궁금하고 그런 나름대로 노력이 어떻게 잘 되고 있는지가 좀 질문이 되는 거고요. 그 제이슨 교수하고 올리비에 선생 두 분의 공통적으로 드리는 짧은 질문으로는 그 퀘벡이 노동자 연대 기금이 발달되어 있는 걸로 알고 있는데 이런 에바 기업 모델을 창출하거나 아니면 제이슨 교수님이 그 퀘벡의 서비스 경제가 한다 했을 때 노동자 연대 기금은 어떤 식으로 참여하거나 기여하고 있는지 그런 점이 이제 제가 또 국내 노동자 연대 기금에 관여하고 있어서 이제 짧은 이런 질문을 드립니다. Oui, donc la deuxième, ça c'est la question pour Olivier. Donc d'abord, j'avais heureusement des occasions de parler avec certains participants de EVA et aussi des chercheurs et praticiens en coréen. Donc sur le cas d'EVA, et c'était vraiment un cas inspirant. Mais malgré tout ça, donc surtout compte tenu des effets réseautiques qui limitent les pratiques d'EVA et l'opération d'EVA par rapport aux grandes plateformes comme Uber ou DoorDash. Donc, quelles sont les stratégies de viabilité? Comment on peut rendre durable l'opération de l'approche socio-économique ou coopérative dans le secteur de plateforme, surtout en Corée parce qu'il y a plusieurs grandes plateformes capitalistes locales, nationales en Corée. Et ensuite, j'ai une dernière question pour vous deux. Parce que je suis curieux surtout du rôle de fonds de solidarité syndicale, comme un fonds de solidarité de la FTQ Fondation dans le secteur de l'économie sociale, surtout dans le secteur de l'économie de plateforme. Alors, peut-être on pourrait commencer par Jason. OK, je vais essayer d'être très succinct. D'abord, une clarification. Même si beaucoup des secteurs de l'économie sociale n'ont pas de contrôle direct étatique, il y a quand même des subventions récurrentes. Par exemple, à peu près 80% des centres de la petite enfance, les garderies pour les enfants, et les frais de fonctionnement sont payés par l'État. Alors, c'est juste une partie qui est payée par les parents. Pour le secteur des aînés, services aux aînés, c'est aussi hautement subventionné par l'État. Et d'autres parties de l'économie sociale sont financées par l'État de façon récurrente, par secteur. Mais un large nombre, depuis les dernières années, aspirent à l'autonomie financière. Alors, mais c'est sur le chemin de la vente de biens et services. Mais c'est toujours un défi. Alors, mais juste, peut-être au début de l'économie sociale au Québec, on a dit que la primauté de la personne quand on va dans la répartition des surplus est une valeur dans l'économie sociale. Mais à cette époque-là, on a encouragé et on encourage toujours l'achat de la propriété immobilière. Alors, il y a une tension ici, parce que si est-ce que le modèle est pour croître le valeur, wealth building, we say in English, is it to build wealth? Because with wealth comes greater power and the ability to continue to grow. Ou est-ce que nous prenons nos surplus et on donne des salaires augmentés aux travailleurs? Il y a une tension ici. Et c'est peut-être impossible à résoudre. Mais si on veut être vraiment autonome de l'État et aussi du capital, l'idée de développer la valeur collective est pour moi un vecteur très important. Dernière chose, je vais dire, au Québec et dans les milieux où l'économie sociale a pris beaucoup de pouvoir, c'est quand il y a une menace comme
le Québec avait une menace, c'était les anglophones. Et les anglophones ne veulent pas prêter aux francophones, et c'est pour ça que nous avons le mouvement Desjardins. Parce que c'était impossible d'avoir un prêt pour acheter une maison, pour développer une entreprise. Alors, les Québécois ont développé leur propre outil. Mondragon, c'est la même affaire. Mondragon, séparatiste, l'Espagne, c'est l'ennemi. À Cap-Breton, un autre milieu au Canada qui est très, très intéressant, l'ennemi, c'est Nouvelle-Écosse. Et c'est une petite île à côté. Alors, quand il y a un ennemi commun, on peut bâtir une structure. Je crois que c'est important à souligner ça. C'était quoi la deuxième question? Le Fonds de solidarité syndicale. Ah oui, OK. Je vais dire la chose suivante. Je vais essayer d'être poli. Actuellement, le fonds, il y a 25 années, 30 années, on a commencé la démarche de créer un fonds de développement économique avec des investissements des individus, pour cacher la taxe REER. Venture Finance, Labor-Sponsored Venture Finance Capital. Le Fonds de solidarité, c'est un outil, une innovation au Québec qui a été répété ailleurs au Canada par la suite. Ça fait peut-être presque 40 ans, on a le FTQ, le Fonds de solidarité. Je vous invite à comparer le modèle de Québec avec la possibilité d'investir pour notre avenir retraite par la structure Fonds de solidarité avec Mondragon. Mondragon, on investit dans les entreprises plutôt que dans une structure comme quasi-étatique, le Fonds de solidarité, là, parce qu'il travaille étroitement avec l'État et avec Capital. Alors, c'est vraiment, moi, je pense que maintenant, le Fonds de solidarité joue un rôle dans le développement immobilier et la gentrification et la spéculation immobilière. Là. Et c'est une partie prenante dans les structures avec capital qui menacent la qualité de notre vie. Je ne vais pas faire une polémique ici, je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais il y a du travail à faire ici pour comprendre comment le fonctionnement de Fonds de solidarité dans la société québécoise et dans l'économie sociale. Ça joue un mineur rôle dans l'économie sociale. Très, très, très petit. Pratico-pratique, ce n'est pas un joueur. Plutôt pour le développement immobilier important, spéculatif. Et dépannage des entreprises à travers le Québec. Regarde, ça, c'est une très grande question et je ne suis pas compétent pour répondre à ça, plus que ça. Ça, ce sont mes opinions. OK. Merci, Jason. Et Olivier? Oui, donc par rapport à la question de la viabilité des modèles économiques des plateformes coopératives, en fait, ça dépend si la question c'est pour des plateformes coopératives de survivre ou de s'imposer. Parce que je pense qu'elles peuvent survivre. Elles peuvent rester des petits acteurs sur des marchés de niche, cibler des clients différents qui vont accepter un moins bon service en échange d'un impact social plus favorable. Mais si la question c'est comment est-ce qu'elles peuvent s'imposer et donc changer les pratiques du secteur, ce qui nous intéresse, c'est de résoudre les enjeux de précarité. Donc pour s'imposer, dans le cas je ferai peut-être deux cas, dans le cas d'un statu quo des structures politico-économiques, on pourrait espérer des changements à la marge avec des outils de financement qui seraient mieux adaptés. Il y a plusieurs financeurs de l'économie sociale qui travaillent sur adapter des outils en fait inspirés du capital risque pour mieux rémunérer les apports en capital, ou des outils de capitalisation qui, par exemple, Radish, dont je parlais, que j'ai mentionné, qui s'est structuré selon la loi canadienne et non pas la loi québécoise.
qui fait en sorte que ces actions peuvent prendre les parts de la coopérative peuvent prendre de la valeur, sans pour autant que les travailleurs perdent le contrôle décisionnel. Donc, il y a des outils comme ça qui permettent de rémunérer l'investissement sans que les travailleurs perdent le contrôle décisionnel. Donc, à voir si ce serait pertinent d'adapter ça ou de s'inspirer de ça. Sinon, si là, on va dans des changements plus majeurs, plus structurels, ben, ce serait soit des financements publics beaucoup plus importants, mais qui seraient contestés par le secteur capitaliste, soit des niches sectorielles, par exemple, qui seraient réservées à l'économie sociale. Donc, on aurait pu se dire que pourquoi pas réserver le transport de personnes aux entreprises d'économie sociale. Il y a une loi en 2013 qui définit très clairement le périmètre, ce qu'est une entreprise, une organisation d'économie sociale. Mais pourquoi ne pas se servir de ces outils-là pour réserver certains secteurs, puisqu'on a établi que le secteur capitaliste ne pouvait créer des emplois et moderniser ce secteur qu'au prix de sacrifier les travailleurs. Donc voilà, puis il y a aussi une troisième avenue qui a été proposée par certaines personnes, qui serait d'avoir des plateformes publiques. Donc là, je ne suis pas qualifié pour me prononcer là-dessus, mais ça fait partie des solutions un peu plus majeures. OK, merci Olivier. Donc, et dans ce cas, on va passer maintenant à la question et commentaire de professeur Chang. Bon, d'abord, je félicite le docteur Yoon ainsi qu'organisateur de cet événement qui est très intéressant. Moi, je pose une question un peu philosophique, si vous voulez bien. Si j'ai bien compris, les raisons d'être du secteur, troisième secteur, autrement dit, l'économie sociale, c'est à cause de l'incapacité du gouvernement ou du marché privé et donner ce qu'ils doivent donner, c'est-à-dire assurer le bien-être de la population. C'est ça là, le point de départ. Il y a longtemps, quand j'étais étudiant à Laval dans les années 50, il y avait un père le vrai français qui proposait l'économie humaniste. C'était une économie basée sur le christianisme. Non pas basée sur la demande ou avarice de personnes, plutôt la charité puis l'amour au voisin. Or, si vous regardez en ce moment la situation politique mondiale, ça ne va pas du tout. Regardez la démocratie libérale. À cause du néolibéralisme, c'est presque fini maintenant. Alors, depuis 20 ans, l'effondrement de la démocratie est très visible. D'après les sondages, les plus ou d'autres sondages disponibles, les raisons, c'est les États-Unis, c'est les multinationales. D'où le nombre de pays où démocratie totalitaire ou démocratie autoritaire augmente d'une façon très rapide. Ensuite, vous avez le socialisme à la chinoise, socialisme confucien, si vous voulez bien. Voilà. Alors, ceci veut dire, à l'avenir, la capacité de premier secteur, gouvernement ou marché privé, de donner la satisfaction aux besoins des citoyens, ça s'affaiblira. D'où il y aura des places pour les grandissants pour le troisième secteur. Là, je me pose la question. D'après moi, on n'a pas les théories structurelles du secteur tertiaire. Je pense que c'est le temps de développer l'économie, théorie économique du secteur tertiaire. Alors, c'est un défi colossal, bien sûr, mais je crois très fermement à l'économie sociale. Il y a vraiment grande opportunité en ce moment. Donc, j'aimerais savoir, Jacem ou Olivier, vous commenter sur cet aspect des problèmes. Merci. Oui, donc peut-être Olivier pourrait commencer la réponse. Mais en Olivier, vous d'autres, si vous voulez. C'est un débat que j'aimerais ouvrir un peu. En fait, ça c'est une grosse question. Je sais, c'est une question philosophique. Il n'y a pas de réponse immédiate, mais en tout cas,
quand même, je veux savoir vos réactions. Oui. Jason, je pense que... Yeah. Ok. Si j'ai compris la question, il manque de la théorie là, pour voir ou pour dévoiler le fonctionnement de l'économie sociale qui va fonctionner, qui va conjuguer toutes les valeurs que nous voulons. Moi, j'ai travaillé avec un prof en philosophie là, à Concordia il y a 2 années sur un projet de recherche action où on a déduit un peu le nombre de valeurs extraits là d'un sociologue et on avait l'intention d'analyser les entreprises collectives, un échantillon, pour voir est-ce qu'ils sont nettement mieux selon ce critère-là que les entreprises, les petites et moyennes entreprises et ou les entreprises capitalistes grande échelle. Là, mais moi, en faisant parce que je connais très bien comment ça fonctionne, ces entreprises collectives, ils vont jamais passer ce test-là. Ils sont sous-payés, ils travaillent très fort, ils travaillent avec leur âme et avec leur cœur. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits, mais les conditions de travail ne sont pas nettement mieux. Sont très difficiles. C'est très difficile à faire ce qu'ils font là. J'admire beaucoup les gens qui développent chaque jour les entreprises collectives dans l'économie sociale à Montréal. C'est un travail incroyable et il y a aucun espoir là pour essayer de décaisser le travail que nous avons fait là. Pendant que les gens qui travaillent dans les entreprises privées peuvent vendre, ils peuvent bâtir quelque chose et dans quelques années, ils peuvent le vendre si ça fonctionne et faire quelque chose d'autre. Mais les gens ici, il y a aucune... il n'y a rien là pour eux, sauf le sentiment d'avoir créé quelque chose. I don't know. En guise de réponse, je suis d'accord, on n'est pas dans une utopie ici. Hein? Pas en tout. Ce qui est fondamentalement social dans l'économie sociale pour nous autres, c'est le capital. Si on mesure impact là, avec des entreprises sociales, comment on dit, social enterprises, leur impact risque d'être encore plus fort que les entreprises d'économie sociale. Après, la poussière est tombée. Mais ce qui est différent, c'est que c'est fondamentalement différent l'approche collective. 네, 질문의 핵심은 자본주의도 지금 미래가 별로 좋지 않고요. 사회주의도 그렇고 그러니까 그 사이에 그러니까 사회 경제 유치가 거질 수 있다 이런 얘기예요. 그렇게 하려면은 사회 경제 이론화를 해야 한다고. 근데 내가 보기엔 아직까지도 그런 아주 확고한 그런 이론이 없어가지고 그냥 항상 뭐랄까 한계적인 그런 존재이기 때문에 확대 안 된다 이런 얘기죠. Oui, donc à mon avis, parce que déjà, malgré la consistance du capitalisme, donc on voit certains échecs et ébranlements de modèles dominants de capitalisme néolibéral. Et évidemment, on voit les limites existantes de socialisme dans différents pays. Donc, entre ces différents échecs, donc on peut quand même espérer une expansion, la possibilité de l'expansion de l'économie sociale. Et dans ce sens-là, donc toujours comment théoriser l'économie sociale dans cette direction, ça c'est aussi une tâche importante. Just to invite anybody who would like to keep talking, s'il y a des gens qui veulent continuer à jaser par courriel, je suis ouvert. Je peux mettre mon courriel dans le chat si vous avez des questions qui arrivent dans quelques jours ou après le deuxième café chez vous. Alors, je suis pas loin. C'était un riche échange. Merci. OK, merci Jason. Et Olivier, donc est-ce que tu peux ajouter quelques mots? Merci beaucoup à tout le monde d'être resté si tard ou d'avoir démarré si tôt avec nous.
puis j'ai mis, comme Jason, j'ai mis mon adresse courriel dans le chat. Si vous voulez continuer la conversation, ce sera avec grand plaisir. Merci tout le monde. 예, 감사합니다. 예, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. 예, Merci tout le monde. 감사합니다. 다음번에 뵙겠습니다. Merci beaucoup. Au revoir.